Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce au regard croisé de psychologues, d'universitaires, de sportives, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonjour, salut Agnès, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Musae Stories parce que déjà, ça fait un petit moment que je te suis notamment sur Insta. Au tout début de Musae, ça m'avait vachement inspiré ce que tu faisais, notamment avec Degen, dont on va parler tout de suite, et ton positionnement par rapport au développement durable de manière générale et notamment la santé mentale. Parce que c'est vrai que le secteur de la beauté et de la cosmétique, pendant très longtemps, a été quand même un secteur qui a été quand même extrêmement pollueur dans un premier point, mais aussi qui véhiculait des images en fait de représentation de la féminité, mais aussi de la masculinité, qui étaient assez stéréotypées et en fait dans lesquelles les femmes, également les hommes et les personnes qui ne sont pas forcément genrées, non-binaires, etc., ne se retrouvaient pas forcément. Et donc ouais, j'ai vraiment été inspirée par ta démarche avec Degen, et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter aujourd'hui pour voir quel était le lien que tu avais toi, comment ça te touchait ces sujets en fait de l'inclusion, de la santé mentale, et puis pour que tu nous présentes en fait Degen et puis ton parcours. Donc bienvenue. Merci. Du coup, déjà, avant de parler de tes projets, parlons de toi. Agnès, est-ce que tu peux te présenter et du coup nous dire pourquoi en fait tu as eu envie de monter ces deux projets qui tiennent à cœur, et en quoi peut-être que ça retranscrit un peu des valeurs qui sont profondes pour toi. Oui, carrément. Alors du coup, moi je m'appelle Agnès, j'ai 27 ans. J'ai fait des études de droit, donc j'ai fait 5 ans de droit. J'ai fait une dernière année en plus en management, où j'étais en alternance, et cette année-là, j'ai découvert le yoga. Et alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé la danse, etc. Et j'avais arrêté. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans le yoga un peu le mouvement, la musique et tout. Et surtout, j'ai vraiment trouvé un espace de respiration et genre de calme qui m'a beaucoup apaisée d'un coup. Enfin, vraiment, j'ai eu un déclic à partir du moment où j'ai découvert cet univers-là. J'ai vraiment plongé dedans à fond. Du jour au lendemain, j'y allais pratiquement tous les jours, etc. Ça m'a beaucoup aidée, et du coup, ça a remis en question beaucoup de choses chez moi. C'est vrai, jusqu'à là, je ne m'étais pas trop posé de questions sur qui j'étais, ce que je voulais, etc. Et en fait, du coup, à partir de cette période, c'est vrai que du coup, j'ai fait un peu ce travail sur moi. Donc, c'était il y a maintenant, j'avais 22-23 ans. Et donc, ouais, ça m'a beaucoup apaisée. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Je me sentais pas forcément très bien. Mais je m'étais jamais posée pour me dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, à quoi ça peut être dû, etc. Donc, je suis vraiment tombée dans le yoga, dans le développement personnel. Et là, j'ai décidé de complètement me reconvertir. Donc, j'ai pas du tout cherché de taf dans le droit. Donc, j'ai créé direct ma boîte. Une première boîte où je faisais à la fois... donc, j'ai fait une formation de prof de yoga. Donc, je donnais un peu de cours de yoga. Je faisais du conseil en stratégie de communication et création de contenu, notamment podcasts, événements, etc. Et j'avais un média qui s'appelait Meuf Mortelle, où je créais pas mal d'événements à Lille et à Paris sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. J'ai interviewé beaucoup de femmes qui avaient entrepris, créé leur marque, tout ça. Et je faisais aussi des podcasts, voilà, comme ça. J'ai fait ça pendant 1 an, donc j'ai rencontré énormément de personnes. Je pense que ça a été... Mon idée, quand j'ai créé ça, c'était vraiment à titre plus perso. Genre, je me suis jamais dit, je vais en faire un business.
mon but, c'était vraiment de rencontrer plein de monde et surtout de me dire, c'est dingue, tout ce que j'ai appris en si peu de temps sur le développement perso, tout ça, c'est fou que on me l'ait pas dit plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé et j'ai envie que les autres puissent aussi le découvrir. Du coup, c'était ça un peu mon objectif avec Meuf Mortelle. Et sauf que ça a été plus, en fait, je pense, ma thérapie à moi, même si ça a aidé beaucoup de monde parce que du coup, j'ai vite créé une communauté autour de ces sujets. Mais même pour moi, ça a été vraiment un laboratoire d'exploration où j'ai rencontré plein de monde dans l'entrepreneuriat, dans le développement perso, dans le yoga, dans plein de sujets. Et au bout d'un an, passionnée d'entrepreneuriat et des nouveaux modes de conso, des nouvelles marques, tout ça, j'avais envie moi aussi de tenter un peu l'aventure, d'aller plus loin. Du coup, j'avais déjà entrepris dans le service et j'avais vraiment envie de créer une marque. Et d'où le moment où je me suis plongée un peu sur des gaines. Alors la cosmétique, ça a été assez une évidence quand je me suis dit ok, tu veux créer une marque, mais dans quoi tout ça? Parce que en tant que consommatrice, moi j'ai toujours été passionnée de skincare depuis très jeune. J'ai consommé tout ce qui pouvait exister dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans les concept stores beauté, que ce soit naturel, pas naturel, cher, pas cher. Vraiment, j'avais un gros budget depuis très jeune là-dedans. Vraiment dans le skincare plus que dans le make-up. Et donc, c'était vraiment, en tant que consommatrice, un marché que je connaissais bien. Et en plus de ça, c'était une période où j'avais arrêté la pilule, donc j'avais pas mal de problèmes de peau. Du coup, j'avais aussi testé beaucoup de choses sur ces sujets-là. Et c'est vrai que j'avais jamais trouvé vraiment une marque, notamment française, dans laquelle je m'y retrouvais à la fois sur le produit, l'image de marque, les valeurs, tout ça. Et pour moi, il y avait beaucoup de choses à venir modifier dans ce secteur-là. Et donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, je me suis plongée dans l'aventure du jour au lendemain. Ça, c'est vrai que c'est très dans ma personnalité. Moi, je suis un vrai bélier. Ouais. Donc, j'ai une idée. Je peux pas attendre 3 semaines pour la mettre en place. Genre, le lendemain matin, c'est fait, quoi. Genre, ça, c'est vraiment mon tempérament pur, naturel, on va dire. Donc, j'ai eu cette idée. Le lendemain, j'appelais des laboratoires en France pour savoir ça fonctionne comment, la formulation, tous ces sujets-là. Mais voilà, du coup, comment j'en suis arrivée à Dégaine. Ouais, c'est un vrai mix finalement entre toi, tes envies et ce qui a pu te manquer à un moment donné dans ton parcours professionnel ou la façon dont tu étais accompagnée et aussi ta passion, ta passion et aussi tes valeurs. Et c'est en ça que je trouve aussi que la création des marques ou des projets de votre génération, de cette génération-ci, c'est qu'elle mêle vraiment de façon très holistique finalement des valeurs, un engagement aussi quelque part citoyen, mais aussi un engagement personnel par rapport à comment effectivement je me construis mon identité à moi et comment quelque part, de près ou de loin, peu importe si c'est revendiqué dans le produit, je prends soin finalement de ma santé mentale. Et c'est en ça qu'effectivement je trouve ça intéressant. Il y a aussi d'autres marques qui commencent à se monter, notamment aux US. Carrément. À l'étranger, il y en a beauty. beaucoup. Ouais, carrément. Peut-être qu'il y en a même peut-être encore plus qu'en France, notamment dans les milieux anglo-saxons. Moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Moi, je regarde beaucoup, j'aime beaucoup les nouvelles tendances qui existent à l'étranger, etc. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui existent, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, même en Australie, des marques du coup assez jeunes et que ce soit dans l'image de marque qui change un peu parce qu'en France, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans tout ce qui est marque de beauté naturelle, etc., des super marques. C'est vrai qu'en termes d'image, c'est des choses qui se ressemblent, qui sont assez lisses, qui sont très bien, ça convient énormément de monde. Mais c'est vrai que les générations, genre notamment la génération Z, etc., voilà, il y a un côté plus décalé, un peu plus on ose, on y va, coloré, pop et tout, qu'on ne retrouve pas trop. Et du coup, c'est vrai que ces marques-là m'ont beaucoup inspirée. Et souvent, ces marques-là, en effet, ont beaucoup des valeurs de on s'assume, on arrête de faire semblant d'être tous la même personne, de courir après ce qu'on n'est pas, des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que ça me parle. Et déjà, en créant Meuf Mortelle, je voulais déjà partager un peu ces valeurs-là. Après, c'est vrai que dans la manière de le faire avec Meuf Mortelle et dans les personnes que j'ai interviewées, en fait, j'ai créé une communauté qui était plus âgée que moi. Ouais. Parce que les personnes que j'ai interviewées, qui avaient entrepris, qui étaient dans le développement personnel, etc., c'était des personnes qui avaient plus au-delà de 30 ans, etc. Ouais. Et moi, en fait, pour moi,
mon objectif numéro 1, déjà quand j'avais créé Meuf Mortelle, c'était de me dire mon objectif final, c'est d'aller genre dans les lycées, dans les universités et d'aller donner les sujets de développement perso et tout à des gens plus jeunes. Parce que moi, je me dis, c'était vraiment à ce moment-là que j'en aurais eu besoin. Moi, j'ai vraiment trouvé que déjà, moi, à 22, 23 ans, c'était tard, quoi. Genre, c'était fou que genre on m'ait pas parlé de tout ça avant. Ouais. Et du coup, sauf que en fait, quand tu parles à des plus jeunes, si tu commences à leur donner le mot développement personnel, yoga, méditation, tu les as perdus. Donc moi, j'avais envie avec Degen de ramener en fait tous ces sujets-là de développement perso, de yoga et de tout ce que tu apprends grâce à ces pratiques, mais de manière avec d'autres mots, tu vois, avec une manière de faire qui est différente pour qu'ils se sentent plus vite concernés et que ça vienne s'insérer direct dans leur style de vie et qu'il n'y ait pas genre un décalage entre le discours et ce que eux ils aiment au quotidien, ce qu'ils ressentent et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait le gap entre Meuf Mortelle et Degen. Au final, moi, en termes de personnalité, de toute façon, ça me ressemblait plus aussi. Je m'éclatais plus avec ça. Et c'était un trop bon exercice de venir comment tu viens casser le discours et comment tu viens l'amener voilà, dans un style de vie qui correspond plus au quotidien, en fait. Ouais, et qui soit finalement plus accessible. Ouais, complètement. Ouais, carrément. En fait, du coup, de ce que je comprends, que ce soit pour Meuf Mortelle ou pour Degen, et on va parler aussi de Buddy Forcare après, c'est qu'en fait, à chaque fois, au-delà d'un produit, au-delà d'une marque, c'est un porte-voix aussi. Complètement. Ouais. C'est un porte-voix pour oui, tes je valeurs. pense que c'est un peu, moi, ma vision que oui, j'ai envie de porter avec la marque. Bien sûr que moi, si demain, on me disait Degen, ça doit juste être un produit que tu dois vendre, demain, j'arrête. C'est mort. Enfin, genre, c'est pas... Bien sûr que j'adore la cosmétique, j'adore développer les produits, c'est ouf et tout, mais ça serait pas suffisant pour moi, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Et Degen, justement, si tu peux rentrer un peu dans le détail, c'est quel type de produit? Carrément. Du coup, Degen, c'est une marque de cosmétique pour l'instant de soins visage principalement. Pour les peaux sensibles et irrégulières, c'est-à-dire avec des petites imperfections, etc. Tous nos produits ils sont testés cliniquement justement sur peau sensible et sur peau à imperfection. Il faut savoir que souvent, quand tu vas dans une marque de cosmétiques, tu as les gammes classiques qui conviennent un peu à toutes les personnes qui ont des peaux normales, sans trop de problématiques. Et souvent, tu as un ou deux produits qui a été fait pour les peaux à imperfection, mais du coup, tu peux prendre que ces deux produits-là. Et si tu prends un peu les autres, tu as une chance sur deux que ça te crée des boutons, tu sais pas trop. Et en fait, c'est vrai que, et en parlant avec d'autres personnes comme moi qui ont eu ces problématiques-là, tu as hyper peur d'utiliser des produits parce que tu sais pas du tout comment ta peau elle va réagir. Moi, je sais que j'allais dormir chez mes copines, je n'osais même pas utiliser leurs produits en fait parce que je savais que ma peau était tellement compliquée que si j'étais pas sûre du produit que je mettais, je savais pas les réactions que j'allais avoir et tout. Donc c'est hyper difficile parce que tu dois vraiment genre faire doublement attention, et même le discours que te donne la vendeuse ou ce que tu lis sur le packaging, t'es même pas sûr que c'est vrai. Tu dois vraiment faire doublement attention, donc vraiment tout lire et tout, le descriptif. Donc moi, ce que je voulais chez Degen, c'est que tous les produits conviennent à ces types de peau, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une peau normale sans problématique, ils peuvent le prendre, c'est des produits universels, mais genre ceux qui ont la peau sensible, des imperfections, ils n'ont pas de crainte à avoir. Tous nos produits, ils ont été testés cliniquement et ils sont OK et safe pour ces peaux-là. Donc déjà, il y a de ça. En plus de ça, tous nos ingrédients, c'est des superfoods et des plantes adaptogènes. Alors les plantes adaptogènes, c'est des plantes issues de la médecine chinoise qui viennent notamment aider la peau à s'adapter en fonction de son environnement extérieur, notamment tout ce qui est facteurs de stress, pollution, alimentation, hormones. Les superfoods, c'est des ingrédients qui sont vraiment très riches en antioxydants, vitamines, minéraux. Donc, c'est des ingrédients très complets qui viennent travailler sur le stress oxydatif. Souvent, c'est le stress oxydatif qui, derrière, va venir créer des inflammations, que ce soit des rougeurs, des petits boutons, etc. Donc, on a des produits assez complets qui viennent à la fois hydrater, équilibrer la peau et en même temps travailler sur l'éclat, régénérer la peau, la faire cicatriser, la purifier, etc. Pour l'instant, on a deux produits. Là, en ce moment, sur le shop, on a deux produits. On a une crème universelle visage et un démaquillant. On a un correcteur teinté qui arrive dans un mois. Et on a d'autres produits là qui sont en cours de développement qui vont arriver. L'idée aussi, c'était de faire de la cosmétique naturelle et accessible. Donc, nos produits ne dépassent pas 20 €. Parce que, encore une fois, ma cible, elle est jeune.
Et souvent, ils mettent pas plus de 20 € dans un produit. Donc, ils vont souvent chercher des produits de marques étrangères ou autres qui, en plus de ça, sont assez fun en termes d'image. Ouais. Mais du coup, la compo, elle est très rarement clean. Donc, pas forcément bonne pour la peau, la planète, tout ça. Donc, moi, je voulais mixer une marque qui allait être cool pour eux en termes d'image, hyper safe en termes de compo, pour la peau et pour la planète, et accessible en termes de prix. C'était vraiment genre mes 3 objectifs en créant la marque. Donc voilà, donc nos produits ils sont vraiment 100% faits en France, ils sont naturels. Là, nos 2 produits ils sont notés 100 sur 100 sur Yuka, ils sont vegan, cruelty free. Nos packaging ils sont en plastique végétal issu de la canne à sucre et recyclable. Donc voilà, il y a vraiment une démarche assez globale qui a été faite autour du produit. Génial. Il y a non seulement effectivement la partie environnementale et aussi inclusive, parce qu'il y a aussi inclusif dans la manière dont tu représentes aussi le produit. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Degen, c'est aussi de la créa. Ouais, et alors, les couleurs pop, t'en as parlé, mais c'est aussi en fait la façon dont sont mis en avant les personnes que vous shootez. Il y a vraiment une vraie authenticité, je trouve, dans la façon dont tu choisis la mise en scène, en fait, la publicité de tout ça. Bah déjà, on n'a jamais pris des mannequins pour nos photos et tout. On prend principalement souvent depuis le début des gens de la communauté de Degen qui nous suivent depuis le début, qui sont vachement engagés avec la marque, avec qui on parle au quotidien. Souvent, ces gens-là, on leur propose des projets et tout. Quand ils sont dispo, ils participent au projet, que ce soit photo, vidéo, et on leur repropose et tout. Donc, il y a de ça qui joue aussi. Et aussi, on prend que des personnes plus ou moins de la génération Z. Et c'est rare aussi. Aujourd'hui, les marques, elles sont plus millennials, voire un peu au-dessus. Ouais. Et du coup, c'est rare aussi de voir une marque qui représente autant ces générations-là. Et du coup, cette génération se veut assez... pas atypique, mais avec son style. Et du coup, c'est aussi le style des gens qui donnent le style à la marque. Et nous, ça nous convient très bien comme ça. Après, il faut savoir que du coup, ça a un impact sur la vision de la marque en France. Parce que... C'est-à-dire les Français sont très habitués à des marques très lisses, très... bon chic, bon genre, etc. Alors, c'est pas une critique, c'est ce qui leur plaît. Et les 3/4 des marques, que ce soit dans la cosmétique, dans la mode, dans la lingerie, les marques qui cartonnent, c'est des marques qui jouent sur ces codes-là, sur vraiment genre à la française, etc. Et du coup, nous, notre marque, elle a plus une vibe un peu anglo-saxonne, etc. Donc, elle va parler à, bien sûr, plein de gens qui se reconnaissent pas dans les marques françaises. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu un ovni quoi, dans ce qui existe aujourd'hui et dans ce que les gens ont l'habitude de voir. En plus, là, on vient d'avoir le produit. Donc, ça y est, on peut shooter le produit, on peut montrer. Mais même quand on va sur nos réseaux sociaux, sur notre site, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on connaît dans les marques de cosmétiques. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui, dans un premier temps, comprennent pas ce qu'on fait, quoi. En plus, on parle de santé mentale autant qu'on parle du produit. Normalement, tu vas sur les réseaux d'une marque de cosmétiques ou autre, et tu n'as que des photos du produit, t'expliques le produit de A à Z. Nous, on le fait, mais on le fait à 50%, et à 50% autres, on va parler d'autres sujets. Donc, c'est vrai que ça... Voilà quoi, on assume grave cette différence, mais ça fait aussi que forcément il y a certaines personnes qui ont un peu plus de mal dans un premier temps à cerner qui on est et ce qu'on fait quoi. Ouais, mais au moins ça crée plus d'aspérité et dans tous les cas, effectivement, ça crée une vraie identité. Mais c'est sûr que c'est un peu toujours le cas quand tu es un peu pionnier dans quelque chose au début, le temps de casser les codes, effectivement, et que les gens en fait s'habituent et sa culture finalement à ça prend un peu plus de temps. Et c'est vrai que dans cette démarche holistique, tu as la partie environnementale, tu as la partie inclusion sociale et tu as la partie aussi santé mentale. Donc Degen, c'est effectivement donc, une marque engagée, mais c'est aussi une marque effectivement qui prend la parole sur la santé mentale et en plus de toutes tes activités. Donc tu as créé une association il y a peu de temps du coup qui s'appelle Body for Care, c'est ça ? Exact. Ouais. Et qui s'engage pour la santé mentale auprès de la Gen Z. Ouais. Auprès des jeunes adultes de manière générale. Après, il n'y a pas de restriction d'âge, tout ça, mais c'est vrai que la cible, vraiment, c'est quand même cette tranche d'âge, quoi. Et du coup, c'est quoi les activités de l'asso ? Pourquoi tu as eu envie, en plus, de monter une asso ?
Eh ben, parce que déjà depuis, donc nous, les produits là, ils sont sortis il y a quelques mois, donc c'est très récent. Ouais. Mais on avait déjà lancé nos réseaux sociaux il y a un an, donc avec Degan, ça fait déjà un an qu'on communique sur pas mal de sujets. Tout de suite, on a commencé à parler de ces sujets. Alors, en ce moment, on entend beaucoup le mot santé mentale. Nous, en gros, Degan, ça parle de la vraie vie et la santé mentale, c'est la vie, quoi. Donc, en gros, depuis un an, on parle de tous les sujets du quotidien, Ouais. que ça aille pas, et genre sans tabou, etc. Ça fait partie, nous, de notre philosophie. Donc, depuis ces derniers mois, eh ben, on utilise de manière plus précise le mot santé mentale parce que les gens commencent à le comprendre et l'entendre. Donc, c'est important de... Mais c'est vrai que du coup... on peut avoir enfin moi j'aime pas le fait qu'on puisse avoir l'impression que on parle de santé mentale comme tous les autres alors que nous c'est juste notre philosophie depuis 1 an et demi 2 ans et que voilà mais bon et Je mais suis donc d'accord. voilà donc on parle déjà de ça au quotidien avec Degen mais c'est vrai que on dit beaucoup du coup depuis un an que Degen est engagé pour la santé mentale et pour moi le fait de parler de tous ces sujets sur nos réseaux sociaux c'était pas suffisant pour dire qu'on était engagé pour la santé mentale. Donc j'avais envie d'aller plus loin dans ces engagements-là. Donc j'ai attendu un petit peu parce que je savais pas forcément dans quel format c'était mieux de le faire. Est-ce que c'était mieux de le faire vraiment via des gaines pures? Est-ce que c'était mieux de s'engager auprès d'assos? Est-ce que c'était mieux nous de créer notre asso? J'ai mis un peu du temps à regarder ce qui essayait, etc. Ce qui existait, pardon. Et du coup, j'ai fini par décider de créer l'association parce que il n'y avait pas forcément d'association qui faisait exactement ce qu'on voulait faire. J'ai pas forcément les 2-3 assos qu'on a contactés, j'ai pas eu des contacts, des retours directs, etc. Enfin, c'était assez compliqué, donc je me suis dit bon bah si on veut pas de notre aide, bah on va le faire de notre côté. Donc on l'a fait et du coup l'idée c'était vraiment de parler plus spécifiquement de santé mentale via l'asso et que le discours aussi de enfin voilà avec Degan il faut quand même qu'on puisse parler de cosmétiques et de produits et il fallait pas non plus que ça prenne trop de place donc c'était bien de le faire de manière assez dissociée et du coup avec Degan on parle de tous les sujets du quotidien et quand on veut vraiment prendre la parole sur des sujets de santé mentale pure on le fait aussi via l'asso et au final via l'asso ça nous permet d'avoir un espace vraiment dédié purement à ça où du coup on peut rencontrer des gens sur ces sujets et du coup pour répondre à ta question sur les activités là c'est tout récent donc il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en place mais qui vont se faire avec le temps là pour l'instant c'est principalement notre page Insta Ouais. où on partage pas mal de ressources et on prend la parole sur ces sujets là ce qui est le plus important pour moi c'est nos témoignages donc on, on interviewe beaucoup de jeunes sur les sujets de la santé mentale, on les fait parler de leur expérience, etc. Moi, c'est genre le truc qui aujourd'hui me tient le plus à cœur, c'est ça. Donc ça, on partage, on en a déjà partagé plusieurs. Là, on en a refilmé, donc on va en partager à partir de cette semaine. Ensuite, on a mis en place un chat en ligne Ouais. pour que toutes les personnes de la communauté de l'ASSO, de Degaine, puissent parler entre eux de la santé mentale et autres. Et on va créer des événements pour justement décomplexer un peu ces sujets, avoir des espaces où voilà, on peut parler de la santé mentale de manière assez fun et pas du tout de manière pesante ou hyper sérieuse, comme si ça devait forcément être un sujet hyper formalisé. Du coup, ça c'est un peu notre objectif. Après, ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place des retours qu'on avait des gens qui nous suivaient déjà sur des gaines et des premières personnes qui ont participé avec nous à la création de l'asso. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle à des jeunes, ressort beaucoup qu'il n'y a aucun espace pour pouvoir en parler, d'où le chat. En parler, c'est-à-dire pas forcément à un professionnel direct et quand t'as pas forcément envie d'en parler à tes proches, juste en parler à des gens comme ça qui voilà, sont potentiellement plus ou moins le même âge que toi, vivent un peu la même chose ou pas, mais qui juste vont t'écouter et en parler, ça fait du bien. Donc, d'où le chat. Et après, les témoignages, parce que au final, le problème numéro 1, c'est que c'est un sujet hyper tabou. Pourquoi c'est tabou? C'est parce qu'on n'en parle pas. Plus des gens vont prendre la parole sur ça et montrer que c'est normal et que ça touche plein de monde, et moins ça va être tabou. Et du coup, les témoignages, c'est fait pour ça, quoi. Et c'est vrai que
Tu as beaucoup évoqué la notion d'espace et la santé, et aussi le fait que la santé mentale, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que là, on a mis un mot dessus. En fait, la santé mentale, c'est juste notre vie quotidienne, finalement, parce qu'elle est partout. Enfin, dans notre vie intime, dans notre vie professionnelle, dans notre vie étudiante, enfin, dans nos têtes tout le temps, dans nos interactions avec les gens. Mais c'est vrai qu'on en parlait moi j'ai l'impression en tout cas jusqu'au Covid de manière très stigmatisante ou clinique ou flippante ou excluante aussi pour des pathologies plus lourdes malheureusement. Et cette notion d'espace, c'est vrai qu'on l'avait pas tellement. Cette notion de ce qu'appellent les anglo-saxons le safe space, cette notion d'espace bienveillant, c'est aussi, j'ai l'impression, quelque chose que toi tu veux vachement infuser avec Buddy et aussi avec Degen, que ce soit via en fait la création d'une communauté, qu'elle soit en physique ou en ligne. Parce que forcément, le but ultime dans un monde rêvé, ça serait que cet espace devienne la Terre. Ouais. Mais du coup, pour y arriver, tu commences par un petit groupe et ce petit groupe grandit. Et du coup, en effet, il faut commencer par là, en commençant à créer une communauté qui est raccord avec toi sur ses valeurs. Et du coup, oui, pour moi, c'est vraiment, vraiment un truc qui m'a vraiment dérangé dans mon parcours, c'est vraiment le jugement, de manière générale. Et du coup, pour moi, une safe space, c'est vraiment genre l'inverse de ça. C'est vraiment un espace où tu peux parler sans jugement, être comme t'es et sans jugement, en fait. C'est vraiment ça la définition. Donc, en effet, c'est hyper important pour moi. Et moi, quand j'ai créé Degen, encore avant de parler vraiment purement de santé mentale, l'idée, c'était de créer vraiment une marque où genre, il n'y a pas de jugement, tu peux être qui tu veux être, etc. C'est vraiment la philosophie globale de la marque, de ne pas s'excuser d'être comme on est, des choses comme ça, quoi. Ouais. C'est clair. Et il y a un truc aussi dans l'une des vidéos de présentation de Buddy. Il y a un certain nombre de chiffres et notamment le fait que 40% des jeunes de moins de 25 ans ont déjà eu un trouble anxieux généralisé ou qu'un jeune sur 5 souffre de problèmes de dépression. Pourquoi effectivement ce sujet est peut-être plus prégnant effectivement sur la génération Z et à ton avis, de toute façon ton ressenti, que sur les millennials, ou peut-être que c'est parce que tout simplement on en parle plus? Je pense que ils sont quand même nés dans une époque où on parle c'est la catastrophe d'un point de vue du climat. Ils sont nés à la période des attentats. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui créent déjà une atmosphère assez anxiogène pour leur génération. En plus, le Covid, bien sûr, a rajouté une couche à tout ça. Mais déjà, de base, après, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui existe dans chaque génération. Genre, chaque génération a eu ses mauvaises périodes, etc. Donc, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'aussi, ils grandissent avec, de plus en plus avec des croyances et des obligations de la société qui sont à l'inverse total de ce qu'ils peuvent ressentir et vouloir. Et je pense que tout ça mélangé fait que ça crée beaucoup plus d'angoisse, etc. quoi. Ouais, et qu'effectivement, ça c'est mon avis personnel, et que la société est de plus en plus stigmatisante, même si elle se veut de plus en plus ouverte sur le papier. C'est clair que la notion de jugement, je trouve qu'elle est hyper violente, quoi. Bien sûr, déjà, et du coup, par rapport au fait que ça en parle de plus en plus, c'est que genre d'une génération à l'autre, c'est vrai que les générations changent forcément, les prises de parole changent. Déjà, je pense que moi, parce que du coup, la génération Z, c'est la génération en dessous de la mienne. Genre moi, je suis pas de cette génération, donc je vois quand même le décalage et je les vois et genre je les adore en fait. Et moi, je vois déjà le travail que moi j'ai pu faire, par exemple, par rapport à mes parents ou des choses comme ça. Il y a déjà eu une ouverture d'esprit un peu sur ces sujets-là. Et je pense que eux, c'est genre le pas d'après, elle se fait encore plus. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui explique que les choses changent d'une génération à l'autre.
Ouais, c'est effectivement, et ça vient de plus en plus jeune. Moi Mm. aussi, ma génération, parce que, ouais, c'était un peu plus tard également. Et aussi ce truc, tout ce qui était, alors on l'appelle comme on veut, développement personnel, santé mentale, Mm. psychologie. Et aussi un truc dans les années 80, etc. C'était pas du tout l'ambiance, Ah quoi. non, non, non. Ah non, enfin, Mais c'était moi, je vois entre eux, genre entre amis, genre ils en parlent de fou. Et genre justement, le côté, bon après, forcément, on peut pas en faire une généralité, parce qu'il y a toujours des personnes différentes dans une génération, mais de manière quand même assez générale de ce que moi je peux observer, c'est que genre le jugement, pour eux, c'est le non-jugement, chez eux, c'est inné, quoi. Enfin, quand tu vois leur manière... ouais, Enfin, moi, je compare, par exemple, potentiellement certains de mes groupes d'amis ouais, à leur groupe d'amis. Enfin, genre, c'est hallucinant à quel point, chez eux, ils ont même pas besoin de s'éduquer au non-jugement. C'est genre... ouais. c'est normal. Ouais, non, c'est clair. Moi, je trouve qu'il y a une tolérance beaucoup plus importante et Ouais. que tu notes, ouais, ne serait-ce que dans une discussion, etc. Et du coup, ouais, ça te remet un petit peu, enfin, du coup, ça te remet un peu en place, que je trouve ça plutôt chouette. Et il y a aussi cette notion aussi de prendre soin de prendre soin de soi, de son intimité, mais aussi de prendre soin de l'autre, et dont on parle beaucoup aussi dans le milieu de la beauté, mais aussi dans le milieu militant de manière générale, qui est le self-care. Audre Lorde, on dit que c'est même un moyen effectivement pour les minorités invisibilisées, effectivement d'arriver à prendre soin d'elles-mêmes pour ensuite avoir suffisamment la force pour prendre la parole. Est-ce que vous, chez Degen ou Buddy ou les deux, ou toi en tant que personne, cette notion de self-care, elle fait écho? Alors oui. Après, moi, enfin, moi, j'ai vraiment ce problème avec... euh, c'est pas un problème, mais je fais... En fait, il y a ce que moi, je pense Ouais, et la manière dont je veux le dire sur Degen. ouais. C'est-à-dire que j'essaye de jamais imposer une manière de voir les choses via des gaines. Malgré le fait que genre on ait une vision et qu'on la partage, on partage une vision qui est hyper ouverte. Mm, mm. Donc on veut jamais qu'il y ait une injonction à penser comme ça ou quoi que ce soit. Ça c'est juste dans la manière de dire les choses. Après moi, à titre personnel, en effet, je pense que c'est une priorité numéro un d'être capable de faire ce travail et que en tant que personne, c'est une obligation de le faire. Ouais. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde faisait ce travail-là, en fait. Et si, parce que encore une fois, pour moi, euh, tous les petits problèmes du quotidien qui après peuvent être multipliés par 10 et en faire des problèmes de société. Mais en fait, ces problèmes de société, on les voit déjà entre deux personnes au quotidien ou entre un groupe d'amis. Enfin, voilà, on est déjà capable d'observer. Et c'est que des jeux d'ego, des semblants, des jugements. Et vraiment, pour moi, si on est capable de faire ce travail sur soi-même, d'être euh, hyper honnête avec qui on est vraiment, être capable de se montrer potentiellement vulnérable, des choses comme ça, pour moi, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, encore une fois, c'est des choses que j'ai appris de l'expérience à partir du moment où j'ai réussi à, en rencontrant d'autres gens que mon cercle de base d'amis, etc., et avec ces autres gens, et ben, être dans ce genre de relation de non-jugement, de euh, t'es quitté, je suis qui je Mm. suis, on est ok, et genre, genre les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus apaisées, des choses comme ça. Donc moi, je pense en effet que c'est primordial et que, enfin, à partir du moment où on a conscience de ça, et ben, faire le choix de ne pas faire ce travail et de rester dans cette inconscience de soi, de la société, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on décide d'être, et ben, ouais, ça a un impact négatif sur la relation qu'on a avec les gens. Mm. Donc, ça a un impact négatif sur la manière dont les gens perçoivent les choses. Donc, ça Mhm. va être un impact négatif sur la manière dont les gens vont réagir. Mm. Et ça va être un cercle sans fin, en fait. Ouais. Quand tu te montres vulnérable avec quelqu'un, tu changes la donne. Enfin, tu vois tout de suite que la personne, elle va pas se mettre dans un jeu d'ego ou avoir besoin de quoi que ce soit. Elle va être capable, plus ou moins, de l'être aussi. Et la relation, elle va être complètement différente. Ouais, bah, elle va être capable effectivement de se mettre à ta place Mm. aussi, et d'être justement d'éviter peut-être des jeux de pouvoir, parce qu'en fait finalement ça peut être ça aussi, savoir créer de l'empathie
Et c'est savoir aussi créer des relations plus saines et de mieux comprendre l'autre et donc du coup d'ouvrir le débat. Et en fait, c'est ce que tu dis, entre les relations entre deux personnes, en fait, tu peux l'étendre et en fait, finalement, ça peut s'étendre au niveau de la société. Bien sûr. Et en plus, tu permets du coup de ouvrir la parole sur quelque chose. Si devant quelqu'un, t'arrêtes de faire semblant d'eux, tu lui montres que lui a pas besoin de faire semblant d'eux parce que tu vois, c'est ok, c'est normal. Moi, je le dis, j'assume de pas aller bien, j'assume de faire ceci alors que c'est tabou. Et la personne forcément va se dire ah bah ouais, genre en fait, j'ai pas besoin de faire semblant. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout le monde fait semblant au quotidien. Et du coup, tout le monde se met dans un rôle et c'est ça qui crée des jeux de machin. Donc ouais, pour moi, c'est... Alors, je dis pas que c'est la seule et unique clé d'eux, mais je pense qu'en effet, ça aurait quand même un sacré impact sur les relations et du coup sur la société. Ouais, bah, complètement. Et toi, à titre perso, justement, pour prendre soin de ta santé mentale, est-ce que tu as des trucs que tu fais spécifiques ou des routines, je sais pas, ou même des sons, justement, qui te font du bien? Moi, j'ai fait beaucoup de yoga. Ouais. Et j'ai même fait des formations, etc. Donc, tout un peu la philosophie du yoga. Alors, en ce moment, j'ai plus forcément le temps de beaucoup pratiquer, même la méditation, etc. J'en fais pas des moments, même 10-20 minutes par jour, je le fais pas en ce moment. Ça pourrait me faire du bien, mais je le fais pas. Mais en fait, on va pas parler du yoga parce que c'est pas le sujet, mais en fait, quand on commence à faire du yoga ou à être prof en tout cas et à s'intéresser à la philosophie du yoga, on apprend que en fait la pratique physique du yoga c'est juste l'étape 1. C'est pour les débutants parce que au début quand tu commences le yoga, t'es incapable de te détacher de tes pensées. C'est clair. Si t'es pas actif physiquement. Donc en fait, la pratique physique te permet de te concentrer sur autre chose que tes pensées et de faire ce premier recul. Normalement, quand tu es bien avancé dans le yoga, qui est autre chose que juste la pratique et qui est une philosophie en elle-même, quand tu es bien avancé dans le yoga, tu es capable de te détacher de tes pensées sans la pratique, mais de faire ce travail un peu mental. Alors moi, je dis pas que je suis devenue Bouddha, loin de là. D'ailleurs, Bouddha, c'est pas le yoga, mais bref, je dis pas que... Mais tous ces petits mécanismes d'esprit, je les ai inclus dans mon quotidien. Ouais. Et c'est vrai qu'au quotidien, même je le vois là avec des gaines, on a tous les jours des mauvaises nouvelles, parce que c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Tous les jours, je gère des merdes. Mais je les gère vraiment avec une philosophie qui me permet de faire ce taf, quoi. Parce que sinon, je ne vivrais pas d'angoisse, de haut, de bas, etc. Donc, il y a toutes ces valeurs, ces petites techniques, etc. que vraiment j'ai réussi à mettre en place. Et quand je vois que j'arrive plus à les mettre en place, j'essaye de me les rappeler. Donc, il y a ça qui m'aide beaucoup, que j'ai vraiment inséré dans ma manière de voir les choses. Après, depuis la rentrée, je vais voir un psy. Pour parler, voilà, donc ça c'est cool, ça me fait du bien. Après c'est vrai que la musique j'aime beaucoup, genre Billie Eilish, des choses comme ça, c'est vraiment genre une thérapie quoi, donc c'est très cool, j'adore, voilà, c'est vraiment ce qui va me faire du bien. Mais c'est vrai que la santé mentale, quand tu es entrepreneuse, c'est clair que c'est tout un sujet aussi. Ah ouais, c'est grave un sujet. Ouais, c'est grave un sujet. Ouais. Enfin, il faut en prendre soin justement pour, comme tu dis, pas péter un plomb à chaque fois que tu dois gérer une galère, un truc qui se passe pas comme prévu, parce que ça arrive à peu près tous les jours. Bah carrément, et c'est... Attends. Vas-y. Mais non, et d'autant plus en temps de Covid. Oui, en tout cas, moi je l'ai vu sur Musae, effectivement, c'était pas. Ouais, tout est beaucoup plus compliqué en plus. Ouais. Oui, tout à fait, pardon. Pas de soucis, t'inquiète. Oui, bah, c'est vrai que le sujet de la santé mentale, quand tu es entrepreneur, en effet, en fait, c'est vraiment des ascenseurs émotionnels tout le temps. C'est clair. Il faut vraiment être capable de prendre du recul sur les événements. Prendre les mauvaises nouvelles avec philosophie et comprendre que en fait voilà, c'est pas grave quoi, genre un truc qui est très 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 chiant, mais vraiment très chiant pour la boîte c'est quand même un peu grave, mais au final ce n'est pas grave, genre ouais. tu vois, genre revenir, et en fait ça tu vois c'est un truc du yoga, genre
revenir purement genre au moment présent, genre je suis bien, je suis en bonne santé, tout va bien dans ma vie, genre au final, au pire des cas, s'il se passe ça dans des gaines, dans le présent, genre ça va, tu vois. Et ça, c'est un truc qui du coup est hyper difficile à faire quand tu peux vite être dans un tsunami de pensées qui vont faire que tu vas pas bien. Parce que souvent, c'est aussi ça, c'est quand tu te perds un peu dans le mental et tout, que tu peux, que du coup, tu te perds dans tes émotions. Et si tu arrives à faire ce petit recul, et ben, tu peux plus vite revenir terre à terre et ok, bon bah voilà, moi du coup, alors parfois plus facilement que d'autres fois. Normal. Parfois, c'est plus long. Parfois, tu descends quand même un peu plus bas, etc. Mais de manière générale, c'est vrai que j'ai quand même cette facilité à prendre les mauvaises nouvelles avec philosophie et à me dire, bon, bah c'est tout, genre, problème-solution, quoi. Genre, moi, je suis très comme ça. Donc sur ça, sur ça, ça va. Et il faut aussi être capable de dire que des gaines, c'est pas moi, quoi. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus chaud. Ouais, c'est clair. Effectivement, de créer une distance et de pas de pas te confondre dans ta boîte, en fait. Ouais. Exactement. Ouais. Te dire qu'au pire, s'il y a un truc qui va pas, si ça fonctionne pas, etc., ben, ça veut pas dire que c'est forcément toi, que t'es nul. Enfin, ça, c'est vraiment le plus dur, quoi, parce que... bah ouais, parce que tu mets quand même tes tripes dans le truc, t'as pas envie de te louper, et ouais, c'est quand même difficile. Après, y a, pour moi, la partie la plus dure, c'est pas forcément d'encaisser les mauvaises nouvelles, c'est plus l'angoisse, enfin la pression, et t'as quand même beaucoup de choses qui passent sur tes épaules, quoi. Et parfois t'aurais bien envie de les laisser derrière la porte et de te sentir genre léger, quoi. Et c'est rare de te sentir léger quand t'as une boîte, surtout une boîte comme ça. Et quand t'es seul, t'es jamais léger, parce qu'en fait, si tu déposes la valise, il y a personne qui la porte vu que t'es tout seul. Donc, tu la portes tout le temps. Même dans les moments où ça va mieux, même quand t'arrives un peu à lâcher parce que t'es semi en vacances, t'es jamais... Tu fermes pas ton ordi comme quand t'es au bureau et genre pendant une semaine, t'es en vacances, t'as d'autres gens qui gèrent et toi, tu reprends ton taf 3 semaines après. Ça n'arrive pas, genre... c'est impossible. Et après, je m'en plains pas parce que c'est mon choix et que je changerai pour rien au monde. Mais c'est vrai que s'il y avait une chose qui est un peu difficile, c'est ça, c'est le fait que ça s'arrête jamais et que du coup, tu peux vite te sentir à un moment donné oppressé en mode non, mais j'aimerais juste à un moment donné, genre être tranquille, genre pourquoi j'ai des... Enfin, c'est vrai que ça peut t'arriver, et ça, on n'en parle pas non plus, de te... Alors, l'entrepreneuriat, c'est super, mais moi, c'est vrai que je le dis, j'adore dire aux gens qui ont envie d'entreprendre que c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Ah non, clairement pas. C'est pas fait pour tout le monde, c'est hyper difficile. Je vois tellement de gens qui s'y retrouvent pas du tout dans ce rôle, qui savent pas potentiellement prendre ce recul, qui ont pas forcément le tempérament pour, etc. Donc déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Et en plus de ça, même quand t'arrives à t'en sortir, il y a des gens qui le vivent mal. Parce que même moi, le nombre de fois, encore une fois, là, on me demande demain, je changerai pour rien au monde, mais il y a le nombre de fois où je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ce choix, quoi. Pourquoi, genre, pourquoi j'ai décidé ça, pourquoi je m'impose ça. C'est, encore une fois, c'est hyper lourd, c'est hyper prenant, c'est hyper oppressant, c'est une pression de dingue tout le temps. Et donc, ouais, les sujets de santé mentale, forcément, c'est... Complètement lié. Ouais. Complètement. Ouais, non, c'est peut-être pour ça que j'en ai fait, du coup. Peut-être. Le sujet de musée. Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu, je trouve. Pas de la santé mentale des entrepreneurs. C'est soit... moi, je trouve que soit on parle... Soit on dit que, OK, entreprendre, c'est une grosse galère. Dans tous les cas, vas-y, franchement, c'est trop chaud. Soit, à l'inverse, t'as genre les success stories. Genre, j'ai levé effectivement des milliards en peu de temps. J'ai ma petite licorne. Ça fait un an que j'ai ma boîte. Enfin, en vrai, c'est parce qu'en la fait, réalité, elle est entre les deux, quoi. Exactement. Et c'est parce que... Et ça, moi, c'est un truc qui me rend dingue. Parce que forcément, moi, je suis à un moment donné où je suis pas encore au moment de la success story. Donc, pour l'instant, on parle pas forcément beaucoup de moi. Et... donc, ça m'énerve qu'on attende que je sois potentiellement à la success story pour être intéressée. Du coup, c'est encore une fois que, en fait, t'es intéressée juste par le fait de parler d'un truc connu pour, toi, avoir la renommée de parler d'un truc de connu.
un truc connu. Donc, on revient un peu au problème de tout à l'heure. Exactement. Tu vois. Ouais. Donc, déjà, ce côté-là m'énerve un peu. Ouais. Mais au-delà de juste moi, ça m'énerve parce qu'encore une fois, en termes de représentation, comme tu dis, la réalité, elle est entre les deux. Et qu'on commence à parler des boîtes que au moment où elles ont 6-7 ans. Donc toi, en tant que jeune entrepreneur, tu te compares à ces boîtes-là, alors qu'il y a un gap entre vous. Ça fait 6 ans qu'elles existent. Toi, tu viens de te lancer. Elle, il y a 6 ans, en fait, on n'en parlait pas. Donc toi, tu as forcément vu que ça, c'est humain, c'est obligatoire. Tu te compares à ce que tu as devant les yeux. Si on te parlait au quotidien de plein d'autres boîtes comme toi, bah, tu pourrais te comparer à ça. On t'en parle pas. Donc, tu te compares aux autres. Et les autres, tu t'en compares, mais tu es forcément mal et tu te sens forcément nul vis-à-vis d'elles parce qu'elles ont 6 ans. Elles ont galéré pendant 6 ans, sauf que personne n'a jamais parlé d'elles pendant qu'elles galéraient, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et toi, tu vois que le bout du tunnel, Exactement. quoi. Donc peut-être que dans 6 ans, tu seras là et que dans ce cas-là, ça sera cool. Mais en tout cas, là, pendant ces 3, 4, 5 premières années, c'est pas de ça dont tu as besoin. Non, tu n'as pas besoin de voir ce qu'elles font, elles, maintenant qu'elles ont 6 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, tu commences à quand même... Si tu fouilles un peu, tu as certains petits podcasts, des choses comme ça, où ils ont interviewé les gens un peu avant, tu vois, des trucs. Mais les 3 quarts du temps, c'est pas ça, tu vois. Là, on entend toujours parler des mêmes boîtes. Et c'est toutes des boîtes qui existent depuis 5-6 ans. Alors oui, je comprends parce que ça sert à rien de parler d'une boîte si elle n'a pas réussi. Tu préfères parler que de celles qui ont réussi. Comme ça, tu suis leur exemple et tu suis pas le modèle de ceux qui ont raté. Mais dans ce cas-là, tu prends aussi le risque de jamais réussir parce que tu parles de ces boîtes-là trop tard, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant 6 ans? Ouais, oui. En fait. Oui, et puis, même si elles ont réussi, elles ont eu des galères, elles se sont plantées aussi. Il y a eu des échecs et ça, c'est important d'en parler aussi pour justement pas tomber au fond du seau. Toi, quand on est à 2 ou 3 ans de création de boîte, tu te dis putain, j'enchaîne que les galères là. Ouais. Lui, il a l'air de quand même vachement mieux s'en sortir. En fait, je vais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc où c'est bien de pas raconter que les succès non plus, je trouve. Ouais, et puis encore une fois, même celles dont tu parles et dont ça fait 6 ans et donc soi-disant elles réussissent parce que est-ce que réussir ça veut dire lever? Je sais déjà, pas, parce que déjà elles lèvent, mais est-ce qu'elles sont rentables? Est-ce que vraiment c'est des boîtes? Enfin, t'en sais rien en fait. Et encore une fois, voilà quoi, genre parle un peu des vraies choses. Il y en a quand même certains, tu vois. Moi, il y en a que j'aime bien suivre et que j'aime bien écouter parce que ils n'ont pas de problématique à parler de la réalité et c'est cool. Mais ça manque de ça, bien sûr. Ouais. Parce que ça manque de vrai sur tous les sujets, donc bien sûr que sur l'entrepreneuriat aussi, quoi. C'est aussi la même chose, mais oui, c'est ce qu'on disait parce aussi que en intro. aussi, il y a une grosse partie de concurrence. Ouais. Et en vrai, pour le coup, sur ça, les Français sont pas du tout comme les Anglo-Saxons, etc. Et genre, ils vont rien te lâcher, quoi. Ah non, ouais, c'est clair. Ah, ouais, moi, je suis hyper choquée de ça. C'est que moi, je sais que genre, on me parle pas parce que... le nombre de fois où on m'a dit ouais, je sais que les gens regardent un peu des gaines de loin, tu vois, mais genre ils veulent pas me parler, tu vois, genre le nombre de fois où genre moi j'ai envoyé des messages, que ce soit à des fondateurs, à des marques, etc. Ils me répondent pas, mais je sais qu'ils voient mes messages. Et parce que genre tu vois, genre les ils sont comme ça en France, tu vois, alors que déjà il y a de la place pour tout le monde, on touche pas les mêmes gens, au pire des cas toi et moi on n'est pas la même personne, donc qui plus est, on va pas faire les choses de la même manière. Dans tous les cas. Exactement. Et on aurait tellement à s'offrir que t'es bête, tu vois. Enfin, voilà. Après, heureusement, encore une fois, t'en as certains. Mais bon, franchement, c'est pas beaucoup, quoi. Non, c'est clair qu'il y a un gros Ils font vraiment des petits groupes entre eux et c'est très, très fermé. Et voilà, quoi. Non, c'est pas hyper inclusif non plus, ce sujet-là. Non, pas du tout. Mais ouais, c'est ce que tu disais, en fait, c'est ce manque d'authenticité, aussi un peu de générosité qui est pour l'entrepreneuriat, mais qui est aussi pour la santé mentale, qui est un peu pour tout, en fait. C'est la manière dont tu parles des sujets. Pour revenir à la santé mentale, toi, s'il y avait un truc, un coup de gueule, effectivement, un truc sur lequel tu aimerais vraiment qu'on avance en France, ça serait quoi? Un enjeu vraiment qui serait vraiment important? Bah moi, je dirais plusieurs choses. Enfin, je dirais vraiment en tant que personne, en tant que chaque personne individuellement, ce serait vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être
ok avec ce monde, enfin être vulnérable et genre arrêter de faire semblant. Mais on va dire que ça, c'est un peu léger. Moi, vraiment, si demain, je pouvais faire ce que je voulais, bah, j'irais mettre du développement perso, mais autrement dans les écoles. Ouais, Genre, dans moi, c'est l'éducation. vraiment l'éducation, quoi. Ouais, c'est clair. Genre, je trouve ça dingue. Je vois là, en plus, déjà, moi, j'ai le souvenir de moi et j'ai une sœur qui est en seconde, tu vois. Je trouve ça dingue à quel point, genre, c'est déconnecté de la réalité, tu vois. Et justement, ça donne déjà cette pression d'arriver dans la vie avec soi-disant alors donc les clés pour arriver dans la vie, c'est les maths et l'histoire géo, tu vois. Alors que les clés pour arriver dans la vie, tu vois, c'est plus quitter, comment comprendre tes émotions, comment tu fonctionnes, tout ça, tu vois. Enfin, moi, c'était déjà, enfin, c'est un rêve, tu vois, et un objectif déjà quand j'avais lancé Meuf Mortelle. Là, encore plus avec des Gain et Buddy, c'est de petit à petit, tu vois, pouvoir avoir un impact à ce niveau-là, ouais, grave. Dans les lycées et tout. Ouais. Et puis après, enfin, plus tu peux y aller jeune, bien sûr, tu vois. Moi, si je devais commencer, j'aimerais bien commencer dans les lycées, collège-lycée, tu vois. Mais après, ça devrait prendre plus de place. Là, oui, ok, tu as déjà des petites interventions tu commences dans certaines écoles à avoir des petits trucs, même sur le harcèlement, des choses comme ça, mais ouais, mais c'est ça à la devrait marge. être limite 50% du pro. Enfin, tu vois, genre. Mais ouais. Ça devrait être inséré complètement au Quand tu programme vois à quoi d'éducation. ressemble la vie professionnelle aujourd'hui, le nombre de gens qui font des études au pif parce qu'ils savent pas quoi faire, qui changent de taf, qui changent 1000 fois de taf dans leur parcours, à un moment donné, vaut mieux savoir comment rebondir et changer de taf que les Oui. maths, l'histoire. Oui. Enfin, tu vois, genre, encore une fois, je dis pas que, bien sûr, que genre il y a des choses qui sont importantes et je dis pas qu'il faut refaire tout le programme, mais en termes de dose, tu vois. Ouais, Genre, ouais, faudrait peut-être et rééquilibrer de un petit peu. pression qui est mise sur potentiellement ces matières, les notes. Enfin, Ouais. moi, ça me rend ouf, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et puis ça peut démolir la confiance en soi de Ouais, tellement de complètement. gens. Et Complètement. c'est ça le diplôme qu'on devrait Mm. avoir, quoi. C'est Moi, je celui-là. vois ma sœur, là, qui est en seconde, tu vois, genre, elle se sent. Enfin, elle le dit pas, mais je vois dans sa manière d'être. En Ouais. fait, c'est que c'est à un âge où il y a un gap total entre quitter ce que tu vis un peu avec tes amis, ce que tu commences à ressentir, et la pression qu'on te met. C'est comme si tu devais passer de A à Z Mm. en genre une année. Ouais. Et tu te sens déconnecté, quoi, de la société et tout. T'es incapable de faire n'importe quel choix. Tu sais même pas quitter, comment tu veux savoir quel métier tu vas faire. Donc, déjà, prends le temps d'éduquer sur qui ils sont. Tu vois, genre, tu vois quand même que en parlant, moi je vois que les gens qui aujourd'hui se sentent bien dans leur peau, c'est des gens qui, de par leur environnement Mm. familial, l'éducation qu'ils ont eue, ont grandi dans des environnements hyper ouverts d'esprit, hyper Ouais. inclusifs sur ces sujets, hyper, tu vois, posés et tu vois, qui ont été autant éduqués sur leurs émotions dès le plus jeune âge que sur l'histoire géo, tu vois. Et Mm. ça, c'est vraiment... Enfin, moi, tous les gens où je dis, putain, mais eux, enfin, pardon pour... T'inquiète. ils se sentent trop bien dans leur peau, ça se voit. Et même si, bien sûr, que leur vie est pas parfaite parce qu'elle est pour tout le monde, mais ils savent gérer, tu vois. Ils ont eu des clés pour gérer ça. Et c'est des gens où, quand tu leur parles de comment ils ont grandi et tout, et ils ont été hyper éduqués sur les sujets des émotions, du développement perso très jeunes, quoi. Mais ouais, c'est vrai que les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, enfin les Mm. compétences émotionnelles, c'est quelque chose voilà, qui est d'autant plus important d'apprendre au plus jeune âge que c'est quand même, je trouve, plus compliqué à apprendre que les compétences techniques, ce qui sont les Complètement, mais maths, oui. les Et ça, sciences, c'est prouvé l'histoire. même dans le monde du taf, tu vois. Genre Ouais. aujourd'hui, tu cherches des personnalités, tu cherches des gens qui ont certaines valeurs, parce que tu sais que dans tous les Mm. cas, n'importe qui, tu vas le former, tu vois. C'est ça. Alors on le sait dans le monde du travail, pourquoi on le sait pas à l'école? On continue d'être obstiné sur des notes, sur des choses comme ça, au lieu de créer des personnes, tu vois. On crée Ouais, on des crée des robots cases et qui des connaissent robots, ouais. tous par cœur la même chose et qui vont tous faire le même... Enfin, voilà. Ouais. Moi, en plus de ça, moi, j'ai été dans un lycée privé où tout le monde se ressemble. Enfin, genre, moi, j'ai une mauvaise expérience de ça. Tu vois, genre, ça a fait... Enfin, genre, moi,
après coup, sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, avec des années de recul, je me rends compte à quel point j'ai lutté contre moi-même pour ressembler, pour rentrer dans une case, tu vois. Ouais. Ça, c'est quand même... Enfin, c'est dingue, quoi. C'est la case qu'on a dessinée pour toi et c'est pas toi qui dessine ta case. Hein. Ça, c'est clair. Et ça fait beaucoup de gens malheureux. Bah, bien sûr. Ouais. Parce que tu comprends déjà pas pourquoi, de base, tu rentres pas dans la case. T'as l'impression que t'es bizarre de pas rentrer dans la case, alors qu'en fait, justement, t'es juste toi et tout le monde veut rentrer dans... Enfin, tu vois, encore une fois, c'est toujours ce jeu de tout le monde doit rentrer dans la même case. Du coup, tout le monde est mal de se sentir différent. Tout le monde se sent différent et en fait, tout le monde est normal. Enfin, c'est clair. Voilà. C'est encore cette question de jugement aussi. Voilà. Mais ouais. Justement, pour démystifier un petit peu, ou pas démystifier d'ailleurs, certaines notions sur la santé mentale, j'ai quelques petites questions rapides pour terminer. Donc je dois répondre rapidement en cours Ouais, en cours. Enfin, en cours, après, tu as une minute, hein, mais oui. Okay. Alors, souvent, c'est ce qu'on se disait, mes problèmes de santé mentale, on dit, ne me définissent pas. Mythe ou réalité ? Ben, moi, je dirais oui et non, si j'ai le droit. Ah bah bien sûr. Oui. Parce que, bien sûr qu'ils ne nous définissent pas. Parce que déjà, on change. Et du coup, ce qu'on était à un instant T, on peut être complètement quelqu'un d'autre demain et c'est complètement OK. Et il y a beaucoup de gens qui créent leur personnalité sur ce qu'on a dit d'eux pendant 10 ans. Ouais. Du coup, non, ça ne les définit pas. Après, à un instant T, ça peut te définir et prendre tellement de place que c'est OK d'en parler et c'est OK de le dire et c'est important et ça doit être pris à sa juste valeur et ça doit pas être considéré comme pas important par la personne à qui t'en parles. Donc non, in fine, ça va pas définir ta personne, mais à un instant T, c'est possible que ça prenne tellement de place et il faut que ce soit pris comme quelque chose d'important quand t'en parles. Donc voilà. Ok. Parler de santé mentale, ça veut forcément dire parler de pathologies lourdes, de troubles psy lourds, de choses visibles au quotidien. Mythe ou réalité ? Bah, mythe, du coup. Ouais. La santé mentale, encore une fois, moi j'aime pas trop ce mot santé mentale parce que j'ai l'impression que maintenant c'est hyper codifié. Tout de suite tu parles santé mentale, t'as perdu la moitié de la France et l'autre le prend juste pour un mot marketing. Du coup, j'aime pas. Mais en gros, bien sûr que non, il y a genre tout le quotidien avant que potentiellement ça puisse devenir une pathologie, avant que ça puisse prendre trop de place. Rien que le fait de te réveiller le matin, te sentir bien, d'un coup être rempli d'émotions, de l'anxiété, c'est des choses que, voilà, non, bien sûr que non. Alors, je vais pas employer le mot santé mentale, mais parler de sa vulnérabilité, ce n'est pas viril. Mythe ou réalité ? Bah, mythe aussi. Après, si on parle de mes goûts personnels, mais... Oh, comme tu veux. Non, mais bien sûr que mythe, tu vois, genre, je pense que, genre, maintenant, on est passé quand même au-delà de la version de la personne virile, tu vois, mystifiée depuis des années. Moi, quelqu'un qui est, tu vois, genre un mec ou autre, peu importe, une personne qui joue à fond là-dessus et qui est complètement déconnecté de ce qu'il est, de ce que sont les gens, ça m'intéresse même pas. Tu vois, donc pour moi, bien sûr que mythe, tu vois. Voilà. Et pour terminer, la santé mentale ou le bien-être mental, c'est un sujet glauque forcément. Mythe ou réalité ? Ben non, du coup, mythe, parce que encore une fois, c'est tellement le quotidien que c'est le tabou qui en a fait un sujet glauque, en fait. Mais tu vois, pourquoi on pourrait pas parler du fait que ça aille pas comme on parle de ton chien, voilà quoi, c'est juste un sujet. Après, c'est la manière dont la société l'a approprié qui en a fait un sujet glauque, mais pas du tout, quoi. Ouais, c'est les étiquettes qu'on a collées dessus. Bien sûr, ouais. Ok. Trop cool. Bah, merci beaucoup Agnès. Merci à toi. Pour cette discussion. Juste pour retrouver Degen ou Body for Care, on vous trouve où ? On vous achète où ? On vous suit où ? Bah alors, pour parler de Degen, on peut nous suivre sur Insta, @degencare, notre site internet degencare.com. On peut nous acheter pour l'instant principalement sur le shop, donc degencare.com. On fait un peu de pop-up à Lille et à Paris et on va commencer un peu à se développer dans des magasins et tout, donc il faut nous suivre pour savoir tout ça. Mais
Mais principalement, du coup, je dirais sur les réseaux sociaux et sur le site. Et Buddy aussi, pareil. Pour l'instant, on n'a pas encore de site, donc vraiment sur la page Insta Buddy for Care. Ok, cool, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.